Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. Merci de votre fidélité. Nous allons passer ce début de soirée en compagnie d'un grand scientifique avec lequel nous allons partir en exploration de notre cerveau. Stanislas Dehaene, chercheur en sciences cognitives, va nous éclairer sur cette machinerie assez incroyable qu'est le cerveau. Une machine assez utile, il faut bien le dire. Et puis, avec Stanislas Dehaene, nous partirons aussi explorer l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire. Notre premier dossier porte sur le regain de tension entre Moscou et Kiev. Les Occidentaux accusent la Russie de masser des troupes à sa frontière avec l'Ukraine. Le président ukrainien Zelensky sonne l'alarme. Alors pourquoi Vladimir Poutine se fait-il menaçant? Sommes-nous à la veille d'un nouveau conflit militaire aux portes de l'Europe? Et en cas d'agression, l'Europe volerait-elle au secours de l'Ukraine? Puis nous nous pencherons sur le retour en force de la crise sanitaire. La 5e vague du Covid déferle sur l'Europe. En France, le Premier ministre Jean Castex devrait annoncer de nouvelles mesures lundi. Le gouvernement écarte à ce stade l'instauration de la vaccination obligatoire, un débat que veut ouvrir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La vaccination obligatoire est-elle la seule issue? On en débattra. Enfin, nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec la photo de Marie Bonisseau. À l'approche de Noël, elle nous parlera d'un drôle de joujou. Quel beau programme sur lequel nous allons nous pencher ensemble, n'est-ce pas Nadia Dam? Avec plaisir. Bonsoir Nadia, bienvenue à vous. Merci. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Bonsoir Stanislas Dehaene, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir sur ce plateau. Vous êtes donc neuroscientifique, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Et voici votre dernier ouvrage en date, Face à face avec son cerveau, paru aux éditions Odile Jacob. Alors un très bel ouvrage, ce qu'on appelle un beau livre d'ailleurs, avec de formidables images du cerveau sous toutes ses formes, si j'ose dire, sous tous ses angles. On le découpe dans tous les sens, on en apprend énormément sur le fonctionnement du cerveau, sur l'histoire aussi des connaissances qu'on a peu à peu acquises au fil des siècles sur le cerveau et son fonctionnement, précisément parce que on a longtemps cru, et c'est ma première question, vous en parlez dès le début de cet ouvrage, on a longtemps cru dans l'Antiquité, je crois que c'était Aristote qui pensait qu'en fait l'origine de notre esprit se situait dans le cœur et non pas dans le cerveau. Oui, ça ne va pas de soi de localiser la pensée dans le cerveau. Et donc, on a un certain nombre d'expressions dans le langage courant, mettre du cœur à l'ouvrage, par exemple, qui viennent de cette idée que le cœur est responsable, en particulier, de nos émotions. En réalité, tout se passe dans le cerveau. Les médecins de l'Antiquité l'avaient quand même compris, Hippocrate en particulier. Néanmoins, ils pensaient que c'était les humeurs, les liquides dans le cerveau. C'est un peu un radiateur, vous dites, qui calculaient. Non, plus qu'un radiateur, mais une machine hydraulique, un peu comme les machines de l'Antiquité qui ouvraient les portes des temples. Donc c'était la métaphore de l'époque. Et c'est de là que date l'idée qu'on est de bonne humeur, de mauvaise humeur, d'humeur noire, bilieux, etc. Tous ces termes viennent de cette époque. Et il a fallu du temps pour comprendre que non, ce sont des messages électriques et chimiques que s'échangent les cellules, qui sont les neurones, dans notre cerveau. Donc c'est un peu cette épopée que je voulais décrire. D'une part, la beauté du cerveau, mais aussi les techniques qui nous permettent de voir à toutes les échelles comment le cerveau fonctionne. Et effectivement, grâce à vous, grâce à d'autres, mais grâce à vous aussi, on en sait un peu plus sur le cerveau qu'à la période de l'Antiquité. Précisément, on va le voir, votre parcours, vos travaux, à travers votre portrait, Stanislas Dehaene. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet, il est lu par Sandrine Le Calvez. Mon cher Stanislas Dehaene, c'est vous qui le dites, mon cerveau, c'est tout moi. Alors avouez-le, la question est tentante. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans le vôtre? Une ville d'abord, Roubaix, où vous êtes né en 1965. Une vocation ensuite, celle déjà qui animait votre père, pédiatre, spécialiste de l'alcoolisme fœtal et donc de la transmission. Une passion encore, pour les mathématiques et la psychologie cognitive. Une découverte enfin, l'imagerie cérébrale. Avec elle, le cerveau devient un feu d'artifice. Oh, la belle verte. Oh, la belle bleue. Là où le commun des mortels ne voit qu'une masse visqueuse, vous suivez dans un dégradé de jaune le siège d'une émotion, le sillage d'une pensée, la trace d'un apprentissage. On arrive par exemple à savoir si une personne est en train de regarder un visage ou est en train de regarder un mot. Parce que ce sont des régions du cerveau différentes qui vont s'allumer. Vous lisez dans notre boîte crânienne comme dans un livre. Enfin, j'exagère un peu. Ici se trouve peut-être la source, l'explication et la solution de nos problèmes. Le cerveau humain a visiblement des capacités tout à fait exceptionnelles. Des difficultés scolaires, le cerveau.
La mémoire qui flanche, le cerveau. Une émotion, le cerveau, vous dis-je. Malgré vos diplômes, vos titres et vos chaires, le grand public ne vous découvre qu'en 2018, lorsque Jean-Michel Blanquer vous nomme président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Des pédagogues s'émeuvent lorsque vous dites l'éducation est une science. Ils vous soupçonnent de privilégier la génétique aux causes intimes, sociales et familiales des difficultés scolaires. C'est extrêmement intéressant pour nous d'essayer de comprendre à quelles étapes le cerveau de l'enfant dyslexique ne parvient pas à décoder un mot écrit. Fan du cerveau, vous reconnaissez pourtant qu'il est une machine imparfaite malgré ses millions d'années d'évolution. Vous préconisez humilité, tolérance et humour pour en percer les secrets. Et puis vous avez d'autres passions, la voile par exemple. Rien de tel qu'une bonne sortie en mer pour se vider la tête, n'est-ce pas mon cher Stanislas ? Qu'est-ce que c'est bon de se vider la tête, surtout qu'il y en a tellement, justement, on le voit à travers votre ouvrage, dans notre cerveau. Vous expliquez, Stanislas Dehaene, d'abord que, contrairement à ce qui pourrait être une idée reçue, d'ailleurs, le patrimoine génétique ne suffit pas à expliquer l'organisation du cerveau. Tout dépend dès son plus jeune âge, dès la petite enfance, même dès que le bébé est encore dans le ventre de sa mère, de la façon dont il va activer ou pas telle ou telle zone de son cerveau. Oui, enfin, la formation du cerveau dépend énormément des hasards de l'environnement. Et le cerveau, c'est à la fois 100% de génétique et 100% d'acquis. Hein. Les deux s'entremêlent très fortement. Les algorithmes d'apprentissage de notre cerveau sont codés génétiquement. Et effectivement, ça s'inscrit extrêmement précocement dans notre cerveau. Un bébé sourd qui n'entend pas la voix de sa mère, par exemple, aura des lésions irréversibles. Peut-être pas des lésions, mais en tout cas des anomalies dans le fonctionnement, effectivement, des circuits du langage. Il y a évidemment beaucoup de manières d'intervenir chez les enfants sourds, soit avec la langue des signes, qui est une langue à part entière, soit avec des implants cochléaires. Et on sait effectivement que si on n'intervient pas avant 20 mois, il va rester toute la vie des difficultés. Donc le langage, ça commence dès la naissance, voire avant la naissance. C'est très important de dire ça aux parents. Moi, il y a un point qui m'a intéressé particulièrement, c'est que vous écrivez que nos connexions cérébrales sont comme nos empreintes digitales, toutes se ressemblent, mais il n'y en a pas deux pareilles. Est-ce que j'ai bien compris, si j'ai compris, qu'on peut distinguer une personne à partir de ses connexions cérébrales, un peu comme la police va identifier une personne avec les empreintes qu'elle a pu laisser sur une surface? Est-ce que c'est aussi similaire que ça? Oui, vous avez bien compris, tout à fait, c'est ça. Il y a à la fois un patron général, nous avons tous un cerveau d'homo sapiens, il est différent de celui des autres primates. Il y a un patron commun, universalité, mais à l'intérieur de cette universalité, un peu de diversité, pas énorme, mais les plissements du cerveau sont différents d'une personne à l'autre, y compris chez des vrais jumeaux. Hein. Dans le livre, je montre des images de vrais jumeaux, donc ils ont le génome identique, mais voilà, leur cerveau est assez franchement différent. On n'arrive pas à savoir qui sont les jumeaux. Alors grâce, je crois, à des stimulations, comme on dit, cérébrales profondes, on peut déjà soigner Parkinson. Est-ce qu'on peut s'attendre à des progrès pour les maladies touchant le cerveau dans les prochaines années, et notamment, on pense forcément à Alzheimer, quoi? Alors, soigner Parkinson, non. Hein, c'est compenser des symptômes par le biais de stimulation profonde dans le cerveau. Donc, c'est difficile de soigner des maladies qui ont une étendue de développement aussi longue. Alors, Alzheimer, c'est précisément le problème. On commence à assez bien comprendre des traces de la maladie et donc détecter la maladie. Mais de là à guérir, c'est une autre paire de manches. Ça commence un tout petit peu. C'est balbutiant. Mais l'imagerie contribue et contribuera beaucoup parce qu'elle permettra de détecter précocement les symptômes, et ce sera très important d'intervenir rapidement avant que les symptômes soient installés. L'imagerie d'ailleurs que vous évoquez comme une expérience aussi intime, puisqu'elle vous a permis de voir votre propre cerveau, et vous dites que c'est une expérience évidemment inédite et assez intime, et précisément ces progrès qui sont liés à la connaissance du cerveau et de son fonctionnement. Vous en évoquiez quelques-uns, même si, notamment sur Parkinson, il faut continuer d'avancer, évidemment. Mais ces progrès, on les voit aussi à travers des interventions chirurgicales, Jean-Mathieu, qui sont liées directement au cerveau. Complètement, oui. Alors, on va regarder justement, là, ce sont des images vraiment impressionnantes qu'on va regarder. Voilà, ce sont des images, exactement, on adore le violon ici, hein, nous viennent du CHU de Caen, c'était le 21 septembre dernier, donc c'est un violoniste qui joue pendant que l'équipe de neurochirurgie s'active
sur son cerveau. Alors ça paraît fou comme ça. Alors pourquoi j'utilise du violon? C'est pas parce qu'il s'ennuie pendant l'opération du tout, non. C'est parce qu'en fait, eh bien, l'opération, pour savoir si l'opération ne va pas endommager d'autres zones cérébrales que celles concernées par sa tumeur. Alors les opérations à cerveau ouvert, vous le savez, existent depuis à peu près 1997 en France. On réveille le patient. Après ouverture donc, de la boîte crânienne, on active donc les zones qui concernent l'opération et puis le patient réalise donc des activités, ce qui permet aux neurochirurgiens de suivre encore plus près l'opération qu'ils sont en train de réaliser. C'est une technique qui a fait ses preuves. Un patient d'ailleurs explique dans Le Parisien qu'on a lors de l'opération, je cite, la sensation étrange que quelqu'un vous fouille la tête, mais sans douleur, voilà. C'est assez rassurant. Alors, est-ce que les opérations du cerveau sont-elles aujourd'hui, je mets vraiment entre guillemets, plus faciles qu'auparavant? Et est-ce qu'on peut s'attendre encore à d'autres progrès en la matière? Ce que vous décrivez là est quand même tout à fait exceptionnel. Mais non, les progrès vont venir surtout de l'imagerie, qui permet peut-être d'éviter ce type de situation. Parce que par imagerie, on est capable de faire des cartes extrêmement fines d'un cerveau isolé, notamment quand on monte en champ magnétique. À Neurospin, on a des machines à 7 Tesla et maintenant 11,7 Tesla, donc très haut champ magnétique qui permet de faire des images plus précises. Alors, on peut certainement faire la carte très précise des aires du langage, des aires de la musique, des aires des mathématiques et comprendre, c'est aussi une des choses que j'essaie d'expliquer dans le livre, que vraiment les territoires du cerveau sont très bien délimités. Nous avons une très grande spécialisation de régions, ce qui fait qu'avec une lésion cérébrale, effectivement, vous pouvez perdre par exemple la capacité de lire, ce qu'on appelle une alexie, sans perdre la capacité de reconnaître les chiffres ou de reconnaître les visages. Précision du cerveau. Précisément, dans votre ouvrage Face à face avec son cerveau, vous expliquez à l'instant, Stanislas Dehaene, qu'il y a des territoires extrêmement limités dans le cerveau. Vous expliquez notamment ce que vous appelez, ce que vous avez baptisé l'effet « oups ». Alors ça va tous nous intéresser. Nous avons tous déjà visiblement connu, vécu l'effet « oups ». L'effet « oups », c'est quand on commet une erreur et qu'on s'en aperçoit quasi immédiatement. Qu'est-ce qui se produit? Voilà, au moment même où on fait l'erreur, on en prend conscience. Alors, le fait qu'on en prenne conscience, ça se traduit par une activité très intense de ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Et en électroencéphalographie, on voit une négativité, des voltages négatifs, très facile à détecter, une énorme onde qui se produit, qui essaye en fait d'arrêter, qui détecte d'abord qu'il y a une erreur qui est en train de se produire, qui essaye de l'arrêter, et ensuite la prise de conscience de l'erreur. Voilà. On a tous ces phénomènes-là. Mais c'est trop tard, de fait, elle a déjà été commise cette erreur. Elle a déjà été commise, effectivement. D'autres fois, elle peut nous servir à se corriger. Dans le cerveau, il y a plein de messages d'erreur. Ça, c'est aussi une découverte assez récente. C'est grâce aux erreurs qu'on parvient à se corriger, finalement, que le cerveau propage des messages d'erreur pour se corriger. Alors, on a une archive à vous montrer, Stanislas Dehaene. On va remonter un petit peu dans le temps, 40 ans d'ailleurs précisément. Rappelons que vous êtes aussi président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. L'éducation, la transmission, évidemment, c'est votre domaine de prédilection aussi, votre domaine d'étude. Et là, on va justement évoquer un sujet qui vous est cher, les élèves en difficulté, Nadia. Oui, d'ailleurs, à l'époque, on disait encore, et malheureusement, cancre ou bonnet d'âne. On est en 1981 dans cette archive, dans un collège de Bagneux, en banlieue parisienne. On va voir deux garçons de 12 et 14 ans être interrogés par le journal. Il raconte comment ça se passe à l'école, plutôt mal, on va le voir. Et c'est surtout une archive qui va raviver quelques souvenirs douloureux pour certains d'entre nous, notamment sur le plan vestimentaire, mais pas que. On regarde. Ma première année, quand j'étais à la grande école, ça a été à peu près. La deuxième année, moyen. Puis à la fin, pas du tout. Je suivais plus, le travail allait trop vite. Tu te sens largué, quoi. Oui, largué, largement. L'école, c'est un endroit où il faut salement se concentrer pour suivre. Oui. Voilà. C'est très dur. Il y en a qui se foutent de toi. Ouais, parce qu'on est trop faible, alors ceux qui sont plus faibles, ils se foutent de nous. Ceux qui sont plus forts. Ouais. Et alors tu lâches pied, quoi, dans ces cas-là. Ouais. Tu laisses tomber, tu te dis... Qu'est-ce que tu te dis? Que c'est pas la peine de continuer les maths, parce que si j'y arrive plus rien à comprendre... Ce serait assez intéressant de savoir comment c'est poursuivi la scolarité de Philippe, donc 12 ans en 81. On l'entend dire pas la peine de continuer les maths, ça marchera pas. Et ça, c'est, je trouve, l'expression d'un fatalisme qui est assez courant en France et qui est sanctionné d'ailleurs chaque année par les différents rapports qui évaluent le système scolaire français. Comment est-ce que vous recevez, je pense par exemple au rapport PISA, qui dit qu'on est plutôt très mauvais en maths, qu'on est plutôt mal classé sur telle ou telle matière? Comment vous recevez ça? On a donc vu
vu effectivement dans les dernières années, avec beaucoup d'enquêtes, que l'école française a plusieurs difficultés. Il y a des difficultés sur le niveau, effectivement, en maths, mais comme on vient de le voir dans ce reportage, un peu passé, mais quand même pas totalement, l'école française a beaucoup de difficultés sur le plan de la confiance en eux des élèves. Et on est vraiment en bas de l'échelle par rapport à d'autres pays de l'OCDE. C'est un grave problème parce qu'avec la confiance en soi vient l'engagement, l'envie d'apprendre. Si on perd confiance en soi, on n'a pas envie d'apprendre. Il y a des travaux américains qui montrent que l'attitude face à l'apprentissage est cruciale. Si on pense qu'on est doué ou pas doué, alors on ne va pas s'engager. Parce que soit je suis doué, je n'ai pas besoin de faire des efforts, soit je ne suis pas doué et c'est fini. Alors que si on a l'attitude correcte qui consiste à penser que tout le monde peut apprendre, et c'est vrai, enfin, ça se passe comme ça dans le cerveau. L'auto-persuasion, en quelque sorte, s'auto-persuader qu'on peut y arriver. Mais aussi la vérité, tout simplement. C'est-à-dire tout le monde progresse quand on apprend. Eh bien, à ce moment-là, on a des meilleurs résultats. C'est encourager aussi le cerveau, justement, à fonctionner. Bien sûr. Alors, il y a aussi des conditions de base à l'apprentissage. On les rappelle avec le conseil scientifique. Une bonne nutrition, un bon sommeil. C'est très important. Le sommeil est une phase clé de l'apprentissage, et chez les petits en particulier. Augmenter le sommeil. Ils sont souvent en privation de sommeil aujourd'hui. Ça peut vraiment changer les résultats scolaires. Ben voilà, vous avez raison, c'est tellement bon de dormir, n'est-ce pas? Mais avant, nous allons maintenant entamer notre petit tour de l'actualité de la semaine. Et comme chaque samedi, on prend la route de Gaël Legras qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une des médias hors de nos frontières. Ce soir, Cap au Nord, on file en Suède. Un énorme traumatisme hante toujours la Suède, l'assassinat non élucidé du Premier ministre Olof Palme en 1986. Excellent sujet de série, a pensé Netflix, qui dans la fiction Den Sannolika Mordaren, l'improbable assassin d'Olof Palme en français, choisit clairement de désigner un coupable. En serie som både har fått en del kritik får man väl säga, även om många har uppskattat den också. Dès le début du premier épisode, Olof Palme est abattu d'une balle dans le dos. On voit alors Stig Engström, un Suédois qui détestait le Premier ministre, pistolet à la main. Dans la réalité, les procureurs considèrent aujourd'hui qu'Engström est coupable, mais la justice n'a jamais statué faute de preuves, d'autant plus qu'Engström s'est suicidé en 2000. Pour le magazine Femina, la dénonciation d'un homme qui ne vit plus et qui n'a pas été condamné suffit à décrédibiliser la série. Scandalisé, Dagens Nyheter titre « Aucune preuve pertinente, pourtant Netflix peut transformer Stig Engström en meurtrier ». Et sur la chaîne SVT, l'ex-femme de Stig Engström, Margareta, a donné une interview. Det är ett personangrepp mot mig i en historia som är 36 år gammal. Det är ju absurt. Faute de moyens financiers, elle a décidé de ne pas aller en justice, mais 2 plaintes pour diffamation ont été déposées, dont une par la fille d'un ami d'Engström, un personnage secondaire apparemment maltraité par la série. Jag blir ledsen. Man kan säga mycket om vår familj. Men att min far var elak, aldrig. Alors, la fiction peut-elle tout se permettre? Du côté de Netflix, on précise sobrement que la série ne prétend pas résoudre l'affaire. L'acteur qui joue Stig Engström s'est lui aussi défendu à la télévision. Pekar ut en teori. Det här är vad polisen påstår. Enfin, selon le journal Lundagard, Engström coupable, c'est peut-être douteux sur le plan éthique, mais sur le plan dramaturgique, c'est génial. Alors, bien sûr, on peut toujours objecter que la vérité dépasse la fiction, mais souvenons-nous de ce qu'en disait le grand écrivain québécois Hubert Aquin. La vérité dépasse la fiction en cela qu'elle est infiniment plus décevante. Merci Gaël Legras. Bien, nous allons maintenant nous attaquer à l'actualité de la semaine et pour cela, nous accueillons du renfort 2 journalistes. Bonsoir Annika Jures, bienvenue à vous. Vous êtes correspondante en France de l'hebdomadaire allemand Die Zeit. Bienvenue. Et à vos côtés, bonsoir Juan José Dorado, correspondant espagnol à Paris. Vous collaborez notamment au groupe de presse La Región. Effectivement. Buenas tardes. Désolé pour mon accent. Merci en tout cas, bienvenue à vous. Et tout de suite, nous allons commencer avec notre premier sujet d'actualité. Nadia, bien sûr, eh bien, c'est la Russie qui se fait menaçante et qui masse des troupes à sa frontière avec l'Ukraine. Alors, c'est pas exactement la première fois, en effet, que la Russie masse ses troupes de cette manière-là depuis 7 ans et depuis l'annexion de la Crimée. Mais cette fois, on voit bien que le déploiement militaire semble plus menaçant. Il fait craindre surtout un franchissement de lignes rouges. Juan José Dorado, est-ce qu'on sait exactement ce que cherche à faire Vladimir Poutine dans ce qu'il convient d'appeler une démonstration de force? Encore une fois, il montre les muscles. Montrer que c'est lui
qui doit avoir de l'influence sur l'Ukraine et pas l'Europe. On sait que l'Ukraine voudrait intégrer l'OTAN, que la Russie ne veut surtout pas effectivement perdre un contrôle sur l'Ukraine. Il y a la Crimée déjà, donc il essaye tout simplement d'occuper le terrain et de faire comme il a fait lors du conflit avec la Géorgie, comme il a fait avec la Crimée, c'est-à-dire montrer les muscles et dire, ben voilà, si vous voulez aller plus loin, il va falloir aussi m'avoir en face. Donc pour l'instant, il fait tout simplement, il essaye de faire, entre guillemets, peur aux Européens, et statu quo pour l'instant. Ouais. Annika Yoes, est-ce que ça veut dire que c'est une manœuvre, donc une forme d'intimidation simplement de la part de Vladimir Poutine, ou est-ce qu'on peut redouter quand même d'être à l'aube d'un nouveau conflit militaire d'une façon ou d'une autre aux frontières de l'Europe ? Je pense qu'il reste toujours un peu imprévisible, M. Poutine, et en même temps, il sait qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de l'unanimité comment réagir à ça. Par exemple, pour l'Allemagne, je peux dire que l'Allemagne dépend énormément du gaz russe. Donc elle est beaucoup plus indulgente à l'endroit de Vladimir Poutine ? Ah oui, ça s'est déjà vu avec Merkel. Là, Olaf Scholz ne va pas faire exception de cette règle, je pense, parce qu'il y a quand même 50% des Allemands qui chauffent leur maison avec du gaz, donc c'est beaucoup plus dépendant qu'en France. Et la moitié de ce gaz vient de la Russie. Donc si on coupe les liens avec la Russie, on sera au froid, littéralement. Donc je pense que ça empêche vraiment de réagir peut-être à des menaces qui sont imminentes apparemment, ouais. Alors des réactions, il y en a quand même eu beaucoup sur la scène internationale cette semaine, après justement cette menace russe qui prend forme, Nadia. Des réactions, en tout cas en parole. Effectivement, on a entendu l'Union européenne réitérer son ferme soutien à l'Ukraine, notamment par la voix de son chef de la diplomatie, Josep Borrell. C'était mercredi à Riga, lors du sommet de l'OTAN. On regarde. Nous nous tiendrons fermement et résolument aux côtés de l'Ukraine face à toute tentative de saper son intégrité territoriale et sa souveraineté. Tout doit être fait pour qu'il soit clair que toute agression contre l'Ukraine aura une réponse ferme. Juan José Dorado, une réponse ferme. Il y a eu 2014, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu cette annexion de la Crimée et il n'y a pas eu la même réaction ferme, encore une fois, de l'Union européenne. Ce qui est en fait logique, parce que l'utilisation de la force, entre guillemets, par l'Union européenne va à l'encontre des valeurs qui ont fondé aussi l'Union européenne. Et puis, soyons clairs, l'Europe n'a pas une politique de défense qui permettrait effectivement de s'engager dans un conflit face à la Russie. Alors, l'Europe essaie aussi de montrer ses muscles, mais la réalité... Un soutien militaire, notamment, et financier. Le soutien militaire est quand même assez limité. Donc, la seule chose, c'est qu'on va appliquer des mesures économiques à l'encontre de la Russie, financières, voire politiques. Mais pour l'instant, il faut reconnaître que l'Union européenne n'a pas vraiment les moyens d'aller au-delà de ça, hormis les déclarations de tous les ministres ou encore du représentant espagnol. Donc, puisque Josep Borrell est espagnol à l'Union européenne en tant que représentant de la politique extérieure. Mais Annika Younes, en effet, alors il n'y a pas une volonté militaire, mais il y a quand même eu une volonté quand même financière de la part de l'Union européenne, puisqu'ils viennent de financer des hôpitaux, ils vont aider aussi pour développer l'armée ukrainienne. Donc ça veut dire que finalement on ne veut pas s'impliquer militairement, mais on aide quand même derrière. Oui, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais ça reste compliqué. Comme j'avais dit, il y a, au sein de l'Union européenne, comme il y a 27 avis sur ces opérations, donc on ne va pas aboutir. Et sur ces choses-là, donc... par exemple, aider l'Ukraine à monter ses structures hôpitaux ou autres. Là, il y a l'unanimité, parce que c'est pratiquement gratuit, c'est facile. Ouais. Mais une opération militaire, évidemment, ça demanderait beaucoup plus d'investissement, de l'argent et aussi peut-être une défaite. On a vu que les opérations militaires, comme en Afghanistan, c'est toute une autre chose, mais c'était un grand échec et c'est toujours en tête, je pense, il y a juste quelques semaines d'ici là. Donc, je pense que ça n'encourage pas à aller encore plus loin dans cette... Stanislas Dehaene, on le voit sur ce dossier, on voit c'est une affaire d'alliance, on voit des alliances qui se constituent, l'OTAN d'un côté qui est perçue comme une menace par la Russie, l'Union européenne, c'est une question d'appartenance au groupe aussi pour chacune de ces puissances et ça renvoie au fonctionnement de nos cerveaux, non? C'est ce que j'aurais envie en tout cas d'évoquer. D'abord c'est terrible de penser, pour ma génération qui n'a jamais connu la guerre, de penser qu'on en reparle, moi je trouve ça terrible, aux portes de l'Europe ou en Europe. Effectivement, il y a des mécanismes psychologiques qui font qu'on étend la sympathie dans l'espèce humaine considérablement, bien au-delà de notre famille, mais il y a un moment où on met une limite.
Et on dit les autres, c'est plus mon groupe, c'est un autre groupe. Alors on étudie les mécanismes, et en particulier la langue joue un rôle très important. Déjà chez le tout petit enfant, chez le bébé, à quelques mois de vie, il fait la distinction entre ceux qui parlent sa langue et puis ceux qui parlent une autre langue. Et ceux-là, c'est pas les mêmes, c'est les autres, je peux moins leur faire confiance. Alors l'éducation est cruciale, il faut qu'on apprenne les autres langues européennes, il faut qu'on partage, c'est pour ça que le programme Erasmus, par exemple, est tellement important. Et là, on est capable d'étendre la sympathie, même à des pays qui sont lointains. L'éducation qui ouvre la voie donc à la négociation, au dialogue et donc à la paix. Alors, on peut que l'espérer. Enfin, malheureusement, il ne faut pas être trop naïf là, dans cette situation, j'en ai peur. Alors nous allons maintenant passer à notre temps fort en images de la semaine. Le choix de 28 minutes samedi nous emmène ce soir à 2 pas d'ici, à Paris, au Panthéon, où est entrée cette semaine Joséphine Baker, immense artiste et grande patriote aux 2 amours, bien sûr, son pays et Paris. Joséphine Baker ne défendait pas une couleur de peau. Elle portait une certaine idée de l'homme et militait pour la liberté de chacun. Sa cause était l'universalisme, l'unité du genre humain, l'égalité de tous avant l'identité de chacun. Alors cette cérémonie est survenue à l'orée d'une campagne présidentielle en France placée sous le signe des obsessions identitaires attisées par certains candidats. Est-ce que exalter une figure héroïque comme Joséphine Baker, c'est dresser en quelque sorte la France résistante face à celle des déclinistes, Annika Jures? Oui, je pense. Enfin, pour moi, c'était vraiment une bouffée d'air dans cette campagne-là qui a basculé vraiment vers la droite. Donc, c'était en même temps qu'il y a les Républicains qui ont eu un candidat, M. Ciotti, qui disait qu'il faudrait préférer les Français pour les appartements et pour les travails. Ça, c'est vraiment l'extrême droite des années 80 en Allemagne. Enfin, pour moi, c'est vraiment grave ce qui se passe en France. Peut-être de l'extérieur, ça paraît encore plus alarmant qu'ici, parce qu'on s'est un peu habitué à ce discours très droite, très Rappelons qu'en Allemagne, les récentes élections législatives ne se sont pas tenues du tout sur des sujets identitaires. L'immigration n'a pas été un sujet de polémique électorale. Et en plus, l'extrême droite a reculé. L'AfD était seulement à 10-11%. Donc, c'est pas du tout la même situation. Donc, du coup, je pense que c'était une bonne idée. Joséphine Baker, déjà, elle le mérite. Et en plus, dans cette campagne-là, c'était un bon symbole pour l'ouverture de la France, en fait. Juan José Dorado, en fait, quand il y a ce type de cérémonie, on s'adresse à qui? C'est-à-dire, est-ce que, effectivement, c'est censé envoyer un message d'apaisement? Est-ce qu'il faut y voir des arrière-pensées politiques? Certains ont accusé Emmanuel Macron, probablement en tort d'ailleurs, d'avoir organisé cette cérémonie-là à cet effet-là. Déjà, on peut toujours tirer profit de ce type de cérémonie politiquement, ce qui est logique dans le jeu politique. Donc, on ne va pas en tenir rigueur ni à Emmanuel Macron, ni à n'importe quel autre président. Mais on s'adresse à tous, des droites et des gauches. Et des centres, on s'adresse à tout le monde. Et vous l'avez vu donc avec Joséphine Baker. Mais c'est la même chose en Espagne, chez vous, justement, alors, c'est très particulier avec l'histoire, notamment l'héritage du franquisme, notamment. Nous avons un problème avec notre histoire. Même la fête nationale, le 12 octobre, où on découvre l'Amérique, il y a des partis politiques qui trouvent que c'est rappeler le passé colonial espagnol, et on parle d'il y a 6 siècles. Donc vous voyez, nous avons un problème. Et puis, l'histoire récente de l'Espagne, c'était il y a 46 ans, c'était la fin de la dictature avec Franco, mais le mémorial del Valle de los Caídos aux alentours de Madrid, qui était le tombeau de Franco, on l'a sorti de là et personne ne va là-bas. Donc nous, on a un problème avec ce type de célébration mémorielle. C'est pour ça que je trouve qu'en France, le fait de célébrer Joséphine Baker, Simone Veil, le fait de célébrer comme on l'a fait Belmondo ou encore Johnny, ça montre que le pays a des choses en commun et c'est bien de les rappeler de temps en temps. Précisément, Stanislas Dehaene, Emmanuel Macron l'a évoqué d'ailleurs dans son intervention, il a fait aussi de Joséphine Baker une forme de symbole de l'universalisme républicain. L'universalisme, pour le coup, le cerveau, c'est un emblème de l'universalisme. Absolument. Elle a dit il n'y a pas d'autre race que la race humaine. Et d'ailleurs, adopter 12 enfants de toutes les couleurs. N'importe quel biologiste vous dira la même chose. Il n'y a pas de cerveau différent, il n'y a pas de cerveau bleu, il n'y a pas de cerveau vert, il y a le cerveau de la race humaine qui est particulier, mais que nous possédons tous. Et donc, c'est un message d'optimisme aussi. Nous sommes tous capables du meilleur. Nous sommes tous capables d'apprendre les maths, par exemple, si on vient à l'école. Vraiment tous. Et encore faut-il qu'on y soit exposé. Un neuroscientifique est forcément universaliste. Ah, moi, je crois, profondément, absolument. C'est ce qu'on voit au niveau cérébral, des variations à l'intérieur d'un thème commun. Alors, on va passer à un autre sujet d'actualité. Nadia, cet autre sujet d'actualité nous renvoie à la crise sanitaire, puisque
La 5e vague de Covid déferle sur l'Europe et voilà un débat qui s'ouvre d'ailleurs sur la vaccination obligatoire. Une 5e vague qui déferle d'ailleurs d'est en ouest et à cette inquiétude s'ajoute l'apparition du nouveau variant Omicron qui est encore entouré de beaucoup d'inconnus. Se pose donc aujourd'hui la question d'une réponse coordonnée à l'échelle européenne. Or, pour l'instant, on a l'impression que les pays affrontent cette 5e vague en ordre dispersé, comme les vagues précédentes, sur les restrictions aux frontières, comme sur la vaccination. Par exemple, Annika Llorès, quelle coopération faut-il peut-être encore aujourd'hui espérer de la part de l'Europe ? Enfin, déjà, j'espère que les frontières vont rester ouvertes, pas comme pendant les premières vagues, puisque pour moi, c'était toujours assez absurde de penser qu'une personne qui, en plus, maintenant peut être testée serait plus dangereux que n'importe quelle personne. Alors que même le gouvernement français disait le virus ne connaît pas les frontières. Oui, voilà, il disait ça, mais en même temps, on savait que les frontières, surtout pour la première vague, étaient complètement fermées. C'était traumatique, vraiment pour plein de gens, parmi moi par exemple. Et donc je pense qu'il y a déjà ça, que les frontières doivent rester ouvertes. Et en plus, je pense qu'il faut tirer un peu des leçons de cette pandémie, pas seulement au niveau de vaccins, mais aussi de la santé publique. Oui. Il y a aussi l'OMS qui s'alarme sur le fait que la santé en général en Europe de la population, c'est pas top. Et notamment la santé mentale. Notamment la santé mentale et la santé en général, puisque nous, on est quand même les pays riches au niveau mondial, mais on n'arrive pas à protéger nos citoyens de l'obésité, de plein des maladies qui aggravent le Covid. Et ça, on n'a pas du tout attaqué ce sujet-là jusqu'ici. Ce qui paraît étonnant, Juan José Dorado, c'est qu'on a réussi à se mettre d'accord pour produire des vaccins. Pour la première fois, une dette commune, véritablement, en Europe. Mais par contre, pour le reste, ce n'est pas possible. C'est compliqué. Déjà, effectivement, il y a ce problème des frontières. Il faut juste se rappeler ce qui s'est passé avant juste l'été. Il y a des pays comme l'Espagne qui ont poussé pour avoir un passeport Covid parce que si les frontières restaient fermées, on avait un problème avec le tourisme et donc avec une économie déjà touchée qui aurait souffert beaucoup plus. Donc, effectivement, il y a des pays qui ont intérêt à maintenir les frontières ouvertes. Et puis, il y a ce problème que vous avez souligné sur la vaccination obligatoire ou pas, mais c'est de la politique intérieure. En Espagne, on ne se pose pas vraiment ce débat n'existe pas aujourd'hui en Espagne ? Déjà, le taux de vaccination est très élevé en Espagne. Voilà, déjà, on est à 90% de la population vaccinée. Et puis, on n'a pratiquement pas l'antivax. Donc, pourquoi se poser la question d'une vaccination obligatoire ? Pourquoi d'antivax, d'ailleurs ? Pourquoi vous avez si peu d'antivax par rapport à d'autres pays ? Il y a peut-être des raisons historiques. Vous savez que la première campagne internationale de vaccination, c'était contre la variole. C'était les Espagnols, fin du 19e, qui sont allés en Amérique vacciner. Donc, il y a quand même un rappel de cette histoire. Et puis c'est vrai que les Espagnols n'ont jamais mis aucun problème à la vaccination. Donc, on ne se pose pas la question aujourd'hui que ça soit obligatoire ou pas. Et pourquoi on se la pose en Allemagne, Annika Llorès ? Alors, l'Allemagne, qu'on croyait être un pays, et qui l'est dans bien des domaines extrêmement efficaces, on s'aperçoit que l'Allemagne est beaucoup moins vaccinée, par exemple, que l'Espagne, mais aussi que l'Italie, le Portugal ou même la France. Ce débat sur la vaccination obligatoire, il monte, puisque Olaf Scholz s'y est converti même. Oui, maintenant, il se contredit un peu de ce qu'il avait dit. Il a changé d'avis. Il a changé d'avis, comme plein des hommes et femmes politiques en Allemagne. Mais moi, surtout après les élections en général. Voilà, surtout après les élections, comme souvent. Mais je pense que c'est un peu parce que l'Allemagne est tombée d'eau. On se souvient de la première vague, tout le monde admirait l'Allemagne et pourquoi les chiffres sont aussi bas et tout ça. Personne ne pouvait vraiment expliquer, mais les Allemands, évidemment, étaient fiers de ça. Mais maintenant, c'est toute notre histoire. On est le pire des Europes, de l'Ouest au moins. Et, donc, sur ce sujet-là, rassurez-vous. Voilà, sur ce sujet-là, pour la vaccination et pour les taux d'incidence et pour tous les marqueurs. Et donc, c'est un peu la panique en Allemagne, il faut bien le dire. Donc là, ils cherchent dans tous les sens. Ils ont fait le 2G, ils appellent ça. Donc, même testé, on n'a plus le droit d'aller au commerce, par exemple. Donc, les restrictions sont très, très dures. Et au début, ils regardaient la France en disant « qu'est-ce qu'ils sont durs en France ?» Et maintenant, c'est la même chose. Parce que la situation sanitaire est plus dégradée aujourd'hui en Allemagne. Voilà. Et je pense que l'Allemagne n'a pas su, comme vous l'avez su le faire en Espagne, chercher les gens, même dans les banlieues, les gens un peu réfractaires au vaccin, ils étaient laissés toutes seules. Donc, et du coup, il y a un taux de non-vaccination. D'où ces restrictions, ce débat sur la vaccination obligatoire qui monte. Et puis, on s'aperçoit depuis maintenant plus de 18 mois que nous faisons face à cette pandémie, que même les pays qui étaient les plus favorables à la défense des libertés individuelles le plus possible, eh bien, finalement, se convertissent peu à peu à certaines restrictions sanitaires, Jean-Mathieu. Et oui, vous connaissez la nouvelle devise de la Suède ?
Non, vous savez pas? Non, et ben la nouvelle devise, c'est Omicron, même pas peur en fait. Voilà, c'est véritablement ça. Parce que si l'on en croit l'épidémiologiste en chef du pays, le nouveau variant du Covid ne devrait pas chambouler la stratégie du pays en matière de lutte contre le coronavirus. C'est toujours la même maladie, dit-il. Nous avons toutes les raisons de penser que les mesures que nous avons mises en place fonctionneraient aussi avec ce variant. Donc, explique Anders Tegnell. Une nouvelle fois, donc, la Suède joue à contre-courant, puisqu'il faut le rappeler, ce pays n'a pas confiné, n'a jamais même confiné sa population depuis l'apparition de ce virus. Et pourtant, en fait, cette fois-ci, ce n'est pas vraiment la même chose, puisque la Suède n'est plus le paradis des anti-mesures sanitaires. En effet, depuis mercredi dernier, il y a un passeport vaccinal exigé pour tous les événements rassemblant plus de 100 personnes, et les vaccinés présentant des symptômes sont de nouveau appelés à se faire tester, alors que ce n'était plus le cas depuis le 1er novembre. Alors Omicron, même pas peur, enfin un peu quand même, car si la Suède affiche actuellement l'un des taux d'incidence les plus bas d'Europe, elle voit quand même la 5e vague de Covid mordre les pays voisins, et malgré son taux de vaccination élevé, c'est 69%, des Suédois ont reçu 2 doses, une ombre plane sur le Royaume, en fait c'est le nombre de décès. Il se situe dans la moyenne européenne, à peu près 1500 décès pour 1 million d'habitants, moins que la France, mais un taux beaucoup plus élevé que ses voisins nordiques qui, eux, ont mis en place des mesures sanitaires plus strictes au fil de la pandémie. Donc pour l'instant, on reste prudent, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que même dans les pays en effet les plus attachés, comme le disait Renaud, à la liberté individuelle, on commence véritablement à prendre conscience et à prendre des mesures strictes. Des mesures strictes. Et vous savez, en Espagne, on n'a pas pris, par exemple, le pass sanitaire. Le gouvernement n'a pas voulu le faire de façon générale pour toute l'Espagne. Par contre, très rapidement après le premier confinement, ils ont décidé qu'il fallait décentraliser tout ce qui était la gestion du Covid. Et maintenant, c'est les gouvernements régionaux qui décident si on utilise ou pas des passes sanitaires. Ce qui permet aussi d'expliquer aux gens au plus près les raisons qui font que dans cette région, il faut le faire. Et ça aide beaucoup à la compréhension des mesures qui sont prises. Et donc ça, c'est important aussi. Mais c'est vrai qu'en Espagne, le fait de ne pas vacciner, par exemple, de façon obligatoire, c'est parce qu'aussi, il y a des problèmes légaux. On doute effectivement sur un problème d'inconstitutionnalité de cette mesure. Donc, pour l'instant, on ne l'applique pas. Sur cette mesure de vaccination obligatoire, le gouvernement français l'écarte pour l'instant, ne veut pas la mettre en œuvre, au nom justement de la volonté de convaincre plutôt que contraindre. Comment est-ce que vous, Stanislas Dehaene, en tant que président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, d'ailleurs, vous regardez cette hypothèse d'une vaccination obligatoire? Moi, à titre personnel, je suis contre, mais je pense effectivement que l'épidémie pose la question de la formation scientifique. Si on est scientifique, on ne peut pas être anti-vax. Mais encore faut-il avoir compris les arguments qui sont proposés. Et je pense que ça passe vraiment par une éducation à ce que j'appelle des outils mentaux clés. Par exemple, le graphe mathématique. On a tous vu au cours de cette épidémie plus de graphes qu'on n'en a jamais vu. Mais est-ce qu'on les a compris? Pas tous. Il faut reconnaître pas tous. On fait des expériences là-dessus. On montre que, par exemple, la progression exponentielle, c'est pas facile à comprendre. Et beaucoup de gens se trompent sur l'extrapolation d'une exponentielle, ne comprennent pas ce que ça veut dire, y compris au plus haut niveau. On a entendu des phrases comme voilà, l'épidémie augmente, le nombre de cas augmente de 10% par semaine, donc c'est pas encore exponentiel. Non, c'est exponentiel. Même moi j'ai compris. C'est une exponentielle. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de travail d'éducation à faire, à l'esprit scientifique, au raisonnement scientifique, et une notion aussi de confiance dans les sources. Comment fait-on pour avoir confiance dans telle ou telle personne? Et Annika Jurès, il y a évidemment un enjeu qui dépasse largement le cadre européen. On évoquait l'Europe, puisque Ursula von der Leyen a évoqué son souhait de voir ce débat sur la vaccination obligatoire s'ouvrir au sein de l'Union européenne. Mais on sait que face à cette pandémie, si ce n'est pas le monde entier qui a accès au vaccin, on n'en sortira jamais. Voilà, c'est ça. Avec Omicron, on a bien vu que c'était une grosse erreur dès le départ, qu'on n'a pas libéré les vaccins pour tout le monde, et qu'on a juste fourni en plus les vaccins que les Européens ne voulaient plus. Donc l'AstraZeneca, je trouvais ça assez moche de notre part de leur fournir que nos restes, on peut dire. Enfin, le Royaume-Uni l'avait beaucoup utilisé aussi, les Anglais. Oui, c'est vrai, mais bon, c'était leur propre médicament. Il faut se préoccuper au premier chef des pays du Sud. Il faut se mobiliser pour les pays du Sud qu'ils aient accès au vaccin. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, là, avec Omicron, il se pose une nouvelle question. Est-ce qu'on va faire obligatoirement le vaccin au moment où il y a peut-être une variante qui est moins sensible au vaccin? Donc, il se peut que dès que ça arrive en Allemagne en février, il y a l'Omicron qui est majoritaire et le vaccin ne vaut plus rien ou moins
qu'aujourd'hui. Donc ce serait quand même une drôle d'histoire que je crois qu'il faut un peu à ce moment-là. Oui, parce qu'on n'a pas encore les données scientifiques, d'après ce qu'il faut encore 2 ou 3 semaines. Mais il y a ce doute, donc je pense que ce serait bien d'attendre aussi les décisions graves quand même, comme la vaccination obligatoire. On va attendre un petit peu. Hein. Après tout, on en est déjà à 18, 19, 20 mois. On n'est pas à quelques semaines près. Il semblerait qu'il faille encore 2 ou 3 semaines aux scientifiques pour justement faire le tour de ce variant Omicron. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Stanislas Dehaene, vous restez avec nous, bien sûr, parce que vous allez voir, c'est l'heure de retrouver un autre grand scientifique. C'est un de vos confrères, en quelque sorte, Stanislas Dehaene, un certain David Castello-Lopez. Vous allez voir, il passe son temps à faire son intéressant. Et chaque semaine, lui aussi, il fait progresser la science, en quelque sorte, et surtout la connaissance du fonctionnement de notre cerveau, en soulevant des questions toujours très intéressantes. Ce soir, est-ce que le sucre, ça rend vraiment les enfants surexcités ? Est-ce que le sucre, ça rend vraiment les enfants surexcités ? Les enfants sont des gens simples. Ils aiment les couleurs vives, les mélodies évidentes, et surtout, ils aiment le sucre d'un amour proche de la toxicomanie. D'ailleurs, selon une idée communément admise, la consommation de sucre peut les faire passer en un instant du calme contemplatif à des excitations exagérées. Mais alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment le sucre, ça rend les enfants surexcités ? Nous allons voir. Intéressant. Pour le savoir, on utilise la plupart du temps une méthode très simple. On prend un groupe d'enfants que l'on sépare en deux, on donne du sucre à l'un de ces groupes et un placebo à l'autre, et ensuite on les observe. En 1995, des chercheurs ont compilé 23 expériences de ce type réalisées sur la question. Et leur conclusion a été sans appel, le sucre n'a aucune influence sur le comportement des enfants. Voilà. La question maintenant c'est donc, pourquoi est-ce que tout le monde pense le contraire ? Eh bien probablement à cause de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est notre tendance, lorsqu'on pense que quelque chose est vrai, à voir partout la confirmation de cette vérité. En 1994, pour en avoir le cœur net, 2 chercheurs en psychologie de l'enfant, Daniel Hoover et Richard Milish, ont fait une expérience. Ils ont sélectionné une trentaine de petits garçons âgés de 5 à 7 ans et décrits par leur mère comme sensibles au sucre, et ils leur ont donné à tous un placebo de sucre. Sauf qu'ensuite, ils ont fait quelque chose de machiavélique. Ils ont séparé les enfants en 2 groupes et ils sont allés voir leur maman. Au premier groupe de mamans, ils ont dit la vérité. Votre fils a ingéré un placebo de sucre. Ah d'accord, ok, cool. Mais au deuxième groupe de mamans, ils ont menti en leur disant que leur fils avait ingéré du sucre. Votre fils a ingéré grave de sucre. Ah là là, beaucoup de ouf. Ah ouais ? Ouais. Ils ont ensuite demandé à toutes les mamans de jouer avec leur enfant, puis de dire ce qu'elles avaient pensé du comportement de leur fils. Résultat, les mamans qui croyaient que leur fils avait mangé du sucre ont considéré que leur enfant était beaucoup plus agité que les mamans qui savaient que leur fils avait consommé un placebo. Il y a beaucoup de raisons de ne pas donner du sucre aux enfants, mais le risque de les surexciter ne doit pas en être une. Intéressant. Eh bien, merci David Castello-Lopez. Voilà une expérience scientifique validée par Stanislas Dehaene, n'est-ce pas ? Je ne connaissais pas l'étude voilà. particulière, mais je trouve l'exposition de la méthode scientifique très bien faite. Formidable. Merci à vous. Marie Bonisseau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Marie. Alors Noël approche évidemment. Et ce soir, vous allez, avec votre photo de la semaine, nous présenter un joujou, un drôle de joujou que vous recommandez à personne. Oui, parce qu'il faut qu'on parle cadeau de Noël. Je vous soupçonne de commander en ligne vos cadeaux. Non, Bon, jamais. En tout cas, certains le font. Et les délais de livraison, il faut le faire maintenant. Sauf que, attention, sur Internet, n'achetez pas n'importe quoi. Il est arrivé quelque chose de terrible. En Ontario, aux États-Unis, une grand-mère a commandé un jouet pour sa petite fille. Voici ce jouet. Vous allez voir, ça fait très envie. C'est un cactus éducatif. C'est beau. Il chante, il danse. Il chante en plusieurs langues. Non, mais c'est vraiment un ami qu'on veut avoir pour la vie. Sauf que cette grand-mère qui a des origines polonaises et qui comprend donc le polonais s'est aperçue rapidement que le cactus chantait une chanson que vous allez écouter tout de suite à cette petite fille. Donc, c'est une chanson en polonais. C'est du rap même. Vous voyez, c'est assez sympa. Comme vous ne comprenez rien, je vais être gentille, je vais vous traduire le premier couplet. C'est le cactus qui chante. Il chante « Je n'ai qu'une chose en tête, 5 grammes de cocaïne, s'envoler seul au pays de l'oubli. » Fin du jouet. Redonne-moi ça, ma chérie. Évidemment, ça a fait scandale. La grand-mère a prévenu la presse. Le rappeur polonais donc a été au courant que son rap était dans un cactus pour enfants. Il n'a pas compris pourquoi. Et Walmart, le géant de la distribution américain, qui avait donc vendu ce jouet en ligne, a retiré immédiatement le cactus. Sauf que, pour avoir le fin mot de l'histoire et un service après-vente, c'est très compliqué, puisque le fabricant du cactus cocaïnomane, personne ne le connaît. En effet,
c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui avec la mondialisation. C'est pas Walmart qui l'a acheté directement au fabricant pour le revendre ensuite sur son site. C'est un intermédiaire qui commande le cactus très loin, souvent en Chine, et à bas prix. Et lorsque un client à l'autre bout du monde commande le cactus, cet intermédiaire va se charger de lui livrer. Sauf qu'il va le commander et le prendre et le livrer une fois que l'achat aura été fait en ligne. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. C'est la mondialisation à l'extrême et c'est poussé par les réseaux sociaux qui rendent viraux ces petits cactus et ces habits pas très chers qu'on voit partout et qui présentent l'avantage, surtout pour les revendeurs, de ne pas gérer de stock et donc de ne pas payer de droits de douane ni de TVA. Ça dilue totalement la traçabilité des produits qui circulent dans le monde aujourd'hui, sauf que c'est légal. Alors le gouvernement français, le mois dernier, a fait une tentative pour contrer les problèmes du dropshipping. Ils ont fait déréférencer un des plus gros sites de dropshipping qui s'appelle Wish. Alors déréférencer, ça veut dire que lorsque vous cherchez un produit sur Internet, eh bien, ce site de revente Wish ne va plus apparaître dans vos résultats de recherche. Sur 140 produits qui avaient été étudiés sur Wish, 90% des appareils électroniques étaient dangereux, la moitié des jouets aussi. Voilà, donc conclusion, n'achetez pas de cactus pour Noël, allez dans des librairies indépendantes. Très bon conseil. Merci à vous, Marie Bonisseau. Merci Stanislas Dehaene d'être venu passer ce début de soirée avec nous. Pour Noël, vous pouvez aussi acheter et offrir Face à face avec son cerveau aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu partager ces expériences, cette exploration avec nous. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, un documentaire en forme d'enquête là aussi, mais sur les traces du chef-d'œuvre redécouvert d'un certain Léonard de Vinci. Lundi, à 20h05, vous retrouvez notre cerveau à nous, Elisabeth Quint. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un dernier clin d'œil à votre passion, à votre objet d'étude, Stanislas Dehaene. Le cerveau, voici donc The American Breed, The Brain, bien sûr. Tchuss. He's a genius, but he's a schemer who plays